Voilà, donc en fait, ça suffit que ce système de contrôle de quelques entreprises sous le regard complaisant de l'État en fait, impose un système qui pollue les sols, qui pollue les eaux et qui prive les gens d'un accès à une alimentation saine. Il faut rééquilibrer tout ça. Dans tout ça, il y a aussi le gros problème de la transparence. Et quand on parle de la responsabilité des entreprises et de l'État, il y a aussi la responsabilité d'appliquer la réglementation européenne. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une réglementation européenne qui est très forte, qui date de 2002 et qui, sur le papier, franchement, parle du principe de précaution, interdit la commercialisation de tout produit présentant potentiellement un risque pour la santé à court terme et à moyen terme. Enfin, sur le papier, il y a beaucoup de choses. Et après, là en l'occurrence, c'est aux États que reviennent les contrôles, la mise en application de ça, donc les contrôles et les sanctions, si ça n'est pas respecté. Or, on voit bien qu'il y a une répétition de scandales alimentaires qui est totalement inacceptable, d'autant plus inacceptable qu'elle est totalement évitable. Et l'exemple des eaux minérales filtrées illégalement en est malheureusement un exemple très récent. Mais Foodwatch a déjà porté plainte dans le scandale Lactalis, vous vous en rappelez, en 2018, sur les laits infantiles contaminés au salmonelle. Foodwatch a également porté plainte, parce qu'on a l'agrément aussi l'Association nationale de consommateurs, même si on ne demande aucune subvention publique, ça nous permet de porter plainte pour défendre les intérêts des consommateurs et des consommatrices. Donc on a aussi porté plainte en 2022 contre déjà Nestlé dans l'affaire Buitoni, parce que oui, Buitoni c'est Nestlé, même s'ils aiment bien ne pas trop le répéter, et que vous vous rappelez des pizzas Buitoni, il y avait des dizaines d'enfants malades et malheureusement il y a même eu 2 décès. Donc on attend toujours la suite de ces enquêtes, en fait, de cette affaire. On a également porté plainte en 2022 contre Ferrero pour le scandale des Kinder, vous vous en rappelez peut-être, contaminés au salmonelle. Hein. Et là, les eaux. Donc je vais revenir sur les eaux 2 secondes, mais quand je dis c'est évitable, en fait il suffirait, et on a des pétitions pour ça, qu'on redonne les moyens à l'État, c'est-à-dire qu'il y a un système d'autocontrôle des entreprises, c'est ok, on ne va pas mettre un fonctionnaire derrière chaque usine chaque jour, et c'est important que les entreprises aient une obligation de contrôle, mais ça ne doit pas enlever la responsabilité de l'État, qui a tendance à laisser un peu trop faire les entreprises, et il doit y avoir des moyens qui sont redonnés aux contrôleurs dans les ministères, de façon à contrôler ce que font les entreprises. Et ensuite, on veut de la transparence pour les consommateurs et les consommatrices. Donc on a une pétition qui demande la transparence sur les contrôles effectués par l'État et les résultats. Parce que comme ça, ceux qui sont vertueux, au moins ça serait clair, et ceux qui font n'importe quoi, il y aura peut-être un effet dissuasif d'arrêter de faire n'importe quoi. Voilà. Et on demande également à ce qu'il y ait des sanctions qui soient exemplaires, de façon à ce que là encore ce soit dissuasif. Tant qu'il n'y a pas ça, on est dans un système de pas vu, pas pris. Et alors là, Nestlé, pendant 20 ans, qui met des filtres illégaux, c'est vraiment ça, c'est pas vu, pas pris. Ça tombe bien, on les a pas vus pendant des années. Mais est-ce qu'on a bien regardé où il fallait, quoi? Et quand l'État a été informé finalement par Nestlé, qui s'est senti un peu acculé, d'après les informations qu'on a et qui ont circulé, tout simplement l'État aurait regardé ailleurs. Donc là, la question est posée. C'est pour ça que Foodwatch a porté plainte au début de l'année au parquet de Paris, et cette plainte, elle cible à la fois Nestlé, à la fois Soursalma, l'autre entreprise, mais en même temps, elle pointe aussi du doigt la responsabilité de l'État. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les défaillances de l'État qui font que, même quand l'État a été au courant de cette fraude, en fait, ça a continué. Voilà. Donc là, il y a eu, comme Madame la sénatrice l'a dit, un travail utile là, sur ce dossier, en complément de ce que nous, on peut faire dans la société civile. Malheureusement, il y a cette procédure que j'ignorais et je n'étais pas très pressé de découvrir, de CEGIP, qui permet, quand l'entreprise, alors appelée des coupables, hein, donc ça il ne faut pas l'oublier, vous l'avez redit, mais qui permet du coup de dire quel est le préjudice financier. Donc nous, on nous a appris qu'il y avait cette procédure qui fait que là, à l'endroit où la procédure a été étudiée, là où il y a des filtrages et tout ça, en fait, on nous a dit à un moment donné, vous n'avez pas le choix, si le parquet décide d'utiliser cette procédure, vous n'avez pas le choix, en fait, donc ça va arrêter la possibilité d'un procès, mais par contre, ils ont reconnu qu'ils étaient coupables, et nous, on vous demande d'estimer le préjudice financier. Voilà. Donc on l'a dit dans la presse, je vous le redis, Foodwatch a refusé tout argent de Nestlé, d'abord parce qu'on ne prendra jamais d'argent d'entreprise, et ensuite, comme on a fait savoir par le biais de notre avocat au parquet, il ne s'agit en aucun cas d'un préjudice financier. Le préjudice là, et c'est pour ça que je vous racontais les autres scandales, le préjudice, le plus gros préjudice, c'est la tromperie, mais c'est surtout l'impunité. C'est-à-dire que si on a porté plainte à chaque fois
dans ces cas, c'est surtout parce qu'il est vital de casser ce climat d'impunité, de pas vu, pas pris. Et finalement, même si on est pris, comme c'est des multinationales qui font des milliards de chiffre d'affaires par an, il suffit de provisionner une ligne budgétaire pour risque. Bah, si jamais on se fait prendre, on provisionne, et c'est fin de l'histoire. Pas du tout, en fait. Donc voilà. Donc ce qu'on a dit, c'est que ça, c'est pas possible. On a lancé une action d'interpellation sur le site internet citoyenne pour aussi envoyer un message très fort à Nestlé. S'il vous plaît, faites-la circuler, parce que eux, en plus, se cachent derrière leur petit doigt en disant bon, bah, il y a une procédure judiciaire, alors on n'a pas besoin de s'expliquer. Ils n'ont toujours pas communiqué auprès des consommateurs et consommatrices quelle marque était concernée, quel lot, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis. Est-ce qu'ils utilisent toujours des filtres illégaux parce que la réglementation n'a pas changé? Ou alors est-ce qu'ils ne filtrent plus les eaux, mais alors on fait quoi, des risques de contamination? Enfin, c'est totalement opaque. Même aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'ils font en fait. Donc on a fait cette action d'interpellation pour aussi envoyer un message clair à Nestlé, de dire en fait, vous devez rendre des comptes. Non seulement vous n'êtes pas au-dessus des lois, mais vous ne pouvez pas prendre les gens comme ça pour, en gros, pour des idiots, et en plus vous murez dans le silence. Enfin, c'est totalement intolérable. Donc on va continuer à mettre la pression par tous les biais. Et on va certainement pas lâcher, parce que c'est vraiment une histoire de créer un précédent qui permet de casser cette impunité et non pas de la faire perdurer. C'est intéressant ce que tu disais par rapport à la logique de privatisation, en fait, et de la logique d'entreprise, puisque nous, on a fait la démarche et le choix, en tout cas, dans l'eau du robinet que nous, on boit, on se pose tous la question, qu'est-ce qu'il y a dans l'eau du robinet? Souvent, il y a un cliché qui dit, bon, bah, elle serait moins bonne. Vous l'avez vu dans le reportage, hein, les gens disent, bah, écoutez, moi, je pense que l'eau en bouteille, c'est mieux, on a tous un peu peur de boire de l'eau du robinet, et en fait, c'est un cliché total, puisque en fait nous on a décidé de le reprendre en régie publique. Ça veut dire quoi? Pourquoi? En fait l'idée c'est de se dire, on part du principe que l'eau est censée être un bien commun, la ressource en eau c'est en fait un bien commun vital de l'humanité, j'ai envie de dire, qui est essentiel à notre survie, et donc on part du principe que ça devrait être un service public en fait. Donc du coup ça fait plus de 10 ans maintenant que Haute-Paris a décidé de reprendre en régie publique à la fois la production et la distribution de l'eau. Donc c'est à peu près 3 millions d'usagères et d'usagers quotidiens, je ne sais pas si vous imaginez, hein, d'eau potable à Paris. Donc ça fait des années maintenant qu'on est devenu un acteur, Paris est devenu un acteur de référence vraiment dans la transition écologique, et qu'on est la première, je ne sais pas Paris directement, mais en tout cas la ville de Paris qui promeut cette politique, qui est très ambitieuse, on est devenu un peu l'acteur de référence et la première entreprise publique sur l'eau en France. Donc c'est très important de le dire, puisque du coup on a la main en fait sur les contrôles, notamment les contrôles sanitaires, puisqu'on a un laboratoire qui est agréé par la ville de Paris, et on a, je vous expliquerai un peu le double process. Alors, je ne suis pas ingénieur environnemental, donc je ne saurais pas vous dire exactement toutes les particules qu'on peut trouver, mais vous l'avez vu dans le reportage, on a vraiment vraiment un suivi des qualités de l'eau qui est très très pointu à Haute-Paris, puisqu'on a développé une expertise en la matière grâce notamment à notre laboratoire de recherche, et on a un laboratoire indépendant. Ce que je voulais dire, c'était sur cette logique de privatisation. Il faut savoir qu'il y a une vague de remunicipalisation en fait de l'eau qui a émergé un peu dans différentes villes, notamment en Europe, que ce soit à Munich, que ce soit à Turin. Et là, sous l'impulsion notamment de villes écolo comme Lyon et Bordeaux, ils sont sortis d'années de privatisation de la logique de production et distribution de l'eau pour aller vers une logique commune de service public. Et c'est ce vers quoi on doit tendre, puisque en fait, ça nous permet d'avoir un contrôle direct, c'est ce que tu disais, et donc de la transparence qui est demandée et attendue par les citoyennes et citoyens, puisqu'on essaye d'être au plus près de l'usager et de l'usagère quotidien. Et puis, Paris, c'est des réseaux énormes, c'est à peu près 1200 fontaines et points d'eau à boire, d'eau potable dans toutes les rues. D'ailleurs, je vous invite à aller voir, tout ça est en open data public, vous pouvez aller sur le site d'eau de Paris, mais aussi de la mairie de Paris, pour aller voir un petit peu où vous trouvez un point d'eau. On fait même de l'eau pétillante maintenant, attention, hein, gratuite, dans mon arrondissement, à la mairie, dans le jardin Truyot, vous pouvez aller avoir accès à de l'eau pétillante. Tout ça pour dire... l'eau, donc on a un contrôle qui est strict, donc on a un double contrôle, à la fois interne et externe. Donc interne par notre laboratoire qui est d'eau de Paris, et on a un contrôle externe qui est fait par un laboratoire indépendant qui est agréé par l'État et qui est suivi par l'ARS. Donc on a vraiment un
contrôle sanitaire assez poussé. On développe beaucoup, Haute-Paris développe à peu près 1,3 million par an sur la recherche, en développant notamment tout ce qui est détection de nouveaux polluants. Vous l'avez vu, il y a le scandale des PFAS. Aujourd'hui, il y a énormément de substances qui sont analysées et qui, ça je ne suis pas scientifique, mais vous le verrez nous-mêmes, il y a de nouvelles métabolites qu'on découvre, voilà, qui sont malheureusement pas encadrées, ni il n'y a pas de législation véritable. C'est d'ailleurs pourquoi nous, écologistes, on pousse au niveau européen et au niveau national avec une proposition de loi portée par Nicolas Thierry pour interdire les PFAS notamment. Donc bien sûr, je ne vais pas vous dire qu'on a une eau 100% purement saine, la plus saine des saines, mais en tout cas, on a vraiment, on fait très attention à l'eau qu'on distribue aux Parisiennes et aux Parisiens pour qu'elle soit la plus saine possible. Je ne vais pas vous assommer, hein, mais je voudrais dire quand même une chose sur, en fait, il y a l'approche curative, c'est-à-dire on traite les eaux, donc on va dépolluer l'eau. Alors nous on le fait avec un principe de charbon actif, il y a des nouvelles méthodes qui commencent à émerger sur lesquelles nous on est beaucoup plus critiques, mais il y a aussi l'approche qui est préventive, c'est-à-dire en fait il faut prendre la pollution à la source, j'ai envie de dire. Ça coupe de source, mais c'est quand même ça le fond du problème. C'est-à-dire qu'il faut avant tout vérifier que les nappes phréatiques ne soient pas polluées, que l'eau qu'on a dans les zones de captage d'eau de Paris, qui sont principalement, hein, ça a été dit en Ile-de-France et dans le reportage, on s'approvisionne surtout dans la Seine et dans la Marne, en fait qu'elles ne soient pas polluées par des pesticides déjà. Donc ça veut dire faire attention que les agriculteurs et agricultrices qui sont dans les vallées autour, qui produisent l'Île-de-France, qui n'aillent pas utiliser des pesticides qui vont contaminer les eaux que vous buvez après. Donc du coup, on a fait une approche depuis les années 90, Haute-Paris a développé des partenariats avec les agriculteurs et agricultrices pour les subventionner et donc faire des aides, leur donner des aides concrètes, déjà pour essayer de passer au bio, donc ça c'est bien, mais aussi pour qu'ils utilisent le moins possible de pesticides, et ce qui permet voilà, de prendre la pollution à la source, voilà, j'ai envie de dire. Et puis après, en fait, c'est la question plus globalement du plastique, il n'y a pas que la question de la contamination des eaux, il y a la contamination des aliments, enfin voilà, mais la différence entre une eau en bouteille et une eau comme ça, que vous avez de l'eau du robinet, bah, déjà il y a un impact écologique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de transport. Donc ça, c'est quand même beaucoup moins coûteux, énergivore, etc. C'est moins cher. Voilà, donc c'est juste, déjà on peut voir les avantages qu'a l'eau du robinet face à l'eau en bouteille. Et surtout, nous, on a un contrôle voilà, beaucoup plus suivi. Et je vais revenir à ce qui est censé être l'eau, à la base, un bien commun qu'on doit gérer comme étant au service de l'intérêt général et pas au service d'intérêts privés, d'entreprises qui, du coup, on le voit, font du profit au détriment de la santé des consommateurs et consommatrices. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire au niveau de la ville de Paris. Mais j'ai un petit commentaire. Alors évidemment, je vais peut-être voir un peu les choses différemment, mais c'est comme ça qu'on avance, hein, avec des idées différentes. Donc sur l'histoire de l'eau et les filtres utilisés, donc avec tromperie certes, mais ce qu'il faut savoir, hein, et le monde a documenté ça très récemment, en fait, toutes les eaux sont polluées maintenant. Que ce soit la mer, les rivières, les eaux souterraines, toutes les eaux sont polluées. Donc certes, il y a tromperie, certes, il y a besoin de filtres maintenant, en plastique ou des choses comme ça, mais c'est quoi l'intérêt du consommateur? C'est d'avoir une eau saine. Donc malheureusement, il faut vraiment acter les choses, c'est que tout est contaminé, toutes les eaux, plus ou moins en fonction des régions, en fonction si c'est des eaux souterraines, il y a des solvants, des médicaments. Du coup, si on veut boire, quand même, je vous rappelle que 80% du corps humain, c'est de l'eau, nous sommes de l'eau en fait, eh bien, on va avoir besoin de filtres. Et certes, il y avait tromperie, mais finalement, moi, personnellement, je préfère boire de l'eau avec des filtres. Donc, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper de la cible et du message qu'on veut. Donc ça c'est juste un petit aparté. Toutes les eaux sont contaminées. C'est triste à dire, mais c'est comme ça maintenant. Tout est contaminé. Et ça voyage, que ce soit les plastiques, les
devant les polluants, ça voyage, ça se met en suspension dans l'air, c'est exactement ce qu'on nous a montré, ça se dégrade dans des produits qu'on ne connaît pas, c'est extrêmement compliqué. Et du coup, si on veut voir, il va falloir faire autrement. Sinon, pour en revenir donc aux métabolites, on peut partir des pesticides. Donc moi, je suis ingénieure de recherche en biologie et biochimie. Donc nous, on est enfermés dans un petit laboratoire, on voit pas souvent des gens, et on n'a pas trop l'habitude de parler. On travaille, donc je travaille avec Pierre Rustin, qui est aussi impliqué dans l'histoire des SDHI. Et nous sommes donc des scientifiques biologistes. On travaille sur des maladies qui s'appellent des maladies mitochondriales. C'est un terme un peu compliqué pour des gens comme ça au premier abord. Mais en fait, les mitochondries sont des petits organites dans une cellule et ça permet d'apporter à la cellule et donc à l'organisme de l'énergie et en même temps ça permet de chauffer le corps, ça dégage de la chaleur. Et là-dedans se passe, c'est une espèce de centrale nucléaire qui apporte donc de l'énergie et de la chaleur et là-dedans se passe la respiration cellulaire. Donc c'est présent dans presque tous les organismes vivants, c'est vital, on ne peut pas s'en passer. Et il y a 7 ans, fin 2017, nous nous sommes rendus compte, en agriculture, donc dans la nature, sont répandus à grande échelle, sur 80% des cultures, en gros, des substances, des fongicides qui s'appellent des SDHI, parce qu'ils vont inhiber la SDH, donc le I c'est pour inhibition de la SDH, et cette SDH, eh bien, elle est le moteur des mitochondries, c'est elle qui va permettre la respiration cellulaire, enfin elle participe, elle n'est pas toute seule, mais elle participe à la respiration cellulaire et donc elle nous apporte à tous les organismes vivants, l'homme, la fourmi, l'abeille, voilà, tous les organismes qui ont des mitochondries, de l'énergie et elle permet de chauffer en partie le corps de l'individu. Donc on s'est rendu compte que des fongicides utilisés à grande échelle étaient utilisés très largement pour tuer soi-disant des champignons, mais en fait ça impacte tous les organismes vivants. Donc on a lancé une alerte avec Pierre Rustin et c'était fin 2017 et on n'a pas gagné grand-chose. Et donc on a eu plein d'échanges avec les autorités sanitaires. On a pu apprendre ce que c'était, donc j'en viens aux produits de dégradation, parce que c'est ça en fait des pesticides. Donc les pesticides, il y a plusieurs définitions. À la définition du mot métabolite, justement, il y a 2 définitions en fait. Il y a celle des autorités sanitaires, avec les normes, etc. Et donc pour eux, la définition d'un métabolite, celle qu'ils utilisent, c'est un pesticide à l'origine. Dans la nature, il va être soumis à la nature du sol, au soleil, à la chaleur, etc. Et au bout d'un certain temps, il va se dégrader et c'est ça qu'ils appellent métabolite. Au laboratoire, un scientifique, ça va pas être du tout sa définition et ça marque bien en fait la différence, le fossé qu'il y a entre les autorités sanitaires et les scientifiques. En fait, Et donc chez nous, un métabolite, en fait, c'est pas un produit de dégradation chimique, d'une molécule chimique, c'est un processus naturel, un organisme, vous mangez des sucres, des graisses, et on a ces composés qui sont dégradés pour faire des réactions chimiques, pour apporter d'autres nutriments. Et donc on a toute une cascade de dégradation, et ces produits de dégradation de l'alimentation normale s'appellent des métabolites. Donc on voit bien là le fossé, vraiment, c'est vrai pour tout, pour les normes. Je pourrais discuter pendant des jours des normes qui n'ont aucun argument scientifique et qui pourtant sont pris comme argent comptant en fait pour l'alimentation, pour l'eau, pour tout. Il y a vraiment un fossé et on a découvert en fait un peu malgré nous
ce milieu qu'on ne connaissait absolument pas du tout. Donc, je pourrais répondre, on pourrait interagir très longtemps sur tout ça. Juste pour dire, donc, dans le discours, dans ce que j'ai entendu, et pour en revenir aux os, donc il y a l'histoire de la tromperie, mais nous, humains, on va pouvoir mettre des filtres pour boire de l'eau meilleure. Mais ça, c'est l'homme. Toute la biodiversité, que ce soit les pesticides, les plastiques, les animaux qui sont partout, même les bactéries en fait, qui sont soumises à tout ça, eux, ils prennent ça directement dans la tête. Et c'est vraiment... si on réfléchit bien, s'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus d'agriculture, s'il n'y a plus toute la chaîne en fait, des animaux, la chaîne alimentaire, il n'y a plus de planète, il n'y a plus d'hommes. Hein, donc il faut qu'on arrête d'être un peu égocentrique, hein, se centrer sur nous. En fait, on a besoin de toute la biodiversité et du coup, il y a du boulot. Vieux Consommateurs, c'est une association qui va fêter ses 20 ans, 19 et 20 octobre à Lorient. Donc vous êtes conviés à venir. Il y a peut-être des gens dans cette salle qui sont déjà invités et qui ont déjà prévu leur déplacement. C'est une association qui, à la base, est une association de sensibilisation, d'éducation populaire et d'information sur les questions d'agriculture biologique. On a notamment publié une boussole des labels, pour que les gens sachent s'y retrouver, sur comment est-ce que ce que je consomme, qu'est-ce que ça veut dire tel ou tel label. Est-ce que par exemple le label rouge est un vrai label ou HVE est un vrai label? Évidemment non. Et donc du coup, on essaye de faire en sorte d'informer au mieux les gens. On s'est rendu compte au fur et à mesure des années que ça ne suffisait plus, que sensibiliser, informer, ne suffisait pas à ce que les actions soient faites. La population, c'est dans l'ensemble qu'on est empoisonné. La population, c'est dans l'ensemble qu'on est en train de dépasser les limites planétaires. La population d'Argenteuil, par exemple, c'est que 20% des adolescents d'Argenteuil, donc c'est un petit peu plus que la moyenne nationale, sont en surpoids ou en obésité. La population d'Argenteuil, par exemple, là où j'habite, c'est que quand il y a un incendie qui a lieu dans un site Céveso, eh bien, les contrôles qui sont faits par les autorités, c'est des blagues, puisque les contrôles ne sont pas faits. Les gens qui ont été exposés aux fumées de cet incendie ou qui ont joué dans les boues de cet incendie, à une école à quelques centaines de mètres, n'ont pas été testés. Les filtres à air de France Travail ou Pôle emploi à l'époque qui permettent de collecter les produits qui sont arrivés dans l'air n'ont jamais été étudiés. Donc en fait, ils ont dit on a fait les contrôles nécessaires, il n'y a eu aucun contrôle. Ils ont juste balayé la cour de l'école et évacué un des 2 hôtels sociaux qui étaient en bord à proximité de l'usine incendie. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On s'est dit chez Vieux Consommateurs, il faut qu'on change. Il faut qu'on se pose la question nous-mêmes de est-ce que faire de l'éducation auprès des enfants, auprès des parents, auprès de tout le monde, est-ce que ça suffit? On s'est dit non, il faut créer un rapport de force. Il faut créer un rapport de force, il faut tordre le bras des multinationales et des gouvernements. Il faut tordre le bras avec les différents moyens qu'on a à notre disposition. Alors au début, on va commencer petit. Au début, on va faire des mobilisations de type marche, ce qui s'est passé, marche, rassemblement, ce qui s'est passé pour le climat, pour la mise à l'agenda politique, pour que d'autres associations qui sont spécialistes de plaidoyer, comme Foodwatch ou d'autres, elles aient des arguments en disant « Regardez, il y a une mise à l'agenda politique qui a été faite, nous on a une expertise et on va pouvoir faire du lobbying plus facilement. » Donc ça, c'est notre objectif. On ne dit pas qu'on va y arriver tout de suite, mais c'est notre objectif. Et donc du coup, travailler sur l'agriculture et l'alimentation, travailler sur les modes de production, les modes de distribution, les modes de consommation, c'est extrêmement important pour pouvoir rester ou revenir en dessous des seuils des limites planétaires. Parce que si nous ne le faisons pas, c'est pas seulement la survie humaine qui est en jeu,
c'est la survie de millions d'espèces.